bonsoir et bienvenue sur Histoires au crépuscule. Ce soir, laissez-vous emporter par l'histoire de Spartacus, l'esclave devenu gladiateur dont la révolte fit trembler l'Empire romain. Installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous bercer par cette épopée hors du commun. Chapitre 1. Aux confins de la Thrace, l'aube d'un destin. Le ciel se teintait d'un rouge sourd à l'est, comme si l'horizon lui-même se consumait dans un présage de feu et de sang. Au cœur des collines escarpées de la Thrace, une brume légère s'enroulait autour des chaînes séculaires, tissant un voile d'ombre mouvante. C'est là, sur un plateau couvert de bruyères mauves, que naquit le futur esclave devenu gladiateur et meneur d'hommes, Spartacus, dans la pauvreté et l'abondance taciturne de ses terres. Un village en pierre ocre se dissimulait, formant un cercle défensif face à la brutalité du monde extérieur. Les huttes aux toits de chaume, serrées les unes contre les autres, évoquaient une ruche silencieuse, bourdonnante de vie minuscule, frêle et déterminée. Les puits de pierre, creusés à même le roc, bruissaient de promesses d'eau fraîche. Chaque goutte semblait contenir le murmure d'ancêtres oubliés. C'est dans ce décor rude qu'un jeune garçon, fils d'un chasseur de loups, prit conscience de l'immensité du destin. Ses yeux, d'un gris perçant, reflétèrent la clarté changeante du ciel thrace, à la fois orageuse et limpide. Dès son plus jeune âge, il fut initié aux rituels ancestraux, les danses au clair de lune, où les guerriers, ivres de tambours et de peaux tendues, scellèrent leur lien avec les esprits de la terre, les chants gutturaux, lancinants, qui résonnèrent dans les vallées comme un défi lancé aux dieux eux-mêmes. Sa mère, couturière modeste, cousait des tuniques de lin pour les fêtes sacrées et tissait des bandes de cuir pour les lances. D'une main habile, elle brodait des motifs abstraits, volutes de nuages, figures d'animaux totems sur les ourlets des vêtements, imprimant en fil et en fibres la mémoire de leur peuple. Chaque aiguille plongeait dans l'étoffe comme la promesse d'une protection invisible, tissée dans les mailles du destin. Son père, chasseur infatigable, guettait les loups dans les ravins. Il parlait peu, mais son souffle rythmé et profond trahissait une force tranquille, celle qui vous inscrivait dans l'ordre des vivants et des morts, au fil du crépuscule et de l'aurore. Le jeune Spartacus observait, fasciné, la gestuelle précise de son père. Il comprit très vite que l'homme, pour traquer sa proie, doit devenir silence et présence à la fois, se fondre dans le bruissement de la bruyère, disparaître à l'oreille comme à l'œil. Il apprit à lire les empreintes, à deviner le partage des eaux souterraines, à écouter le chant minuscule des fontaines cachées. À l'âge où d'autres enfants couraient en hurlant, il simulait la posture du loup, flairant l'air, tendant l'oreille au bruit feutré. Pourtant, les divinités thraces étaient parfois capricieuses. Un hiver, un blizzard, s'abattit sans avertissement, verrouillant les monts sous un linceul de glace. Le blizzard hurla 3 nuits durant, déchirant la pierre et le bois, et la famine rongea l'âme du village. On creusa les réserves, on chassa ceux qui restaient, mais le froid réduisit les troupeaux, affaiblit les cœurs. Dans cette épreuve, Spartacus vit s'éteindre un à un les conseils d'hommes jadis intrépides, pris dans la morsure du gel, comme de vieux lions fauchés par la meute hivernale. C'est au cœur de cette souffrance qu'il ressentit, pour la première fois,
l'appel irrésistible d'un destin hors du commun. Une nuit, transi de froid, il s'aventura hors de la hutte, guidé par une lueur spectrale. La voie lactée, dansante et ondoyante, s'inclinait au-dessus de la vallée. Les étoiles semblaient et formaient un chemin lumineux, comme un pont tendu, entre la terre et le firmament. Le jeune garçon leva les yeux, et dans le silence glacial, il entendit un murmure. « Fils de Thrace, ta soif d'abord, puis ta soif de liberté. » Il crut reconnaître la voix de la grande déesse Sabathios, cavalier céleste, cavalier de fougue et de renouveau. Ce son, ou cette vision, fut l'étincelle qui embrasa son sang. Au petit matin, Spartacus regagna la hutte, le regard changé. Sa mère, à l'odeur du bois brûlé, du cuir et de l'herbe humide, comprit sans un mot que son fils avait vécu un passage, une initiation. Elle posa une main délicate sur son front brûlant d'idées nouvelles et y broda, sur l'instant, un talisman de fil doré, un loup sous la lune naissante. « Garde-le près de ton cœur, murmura-t-elle. Il te guidera, comme la constellation de cet hiver. » À l'aube, le chasseur ramena sa prise. Un jeune cerf, au flanc, encore frémissant. Il l'offrit aux anciens, et la viande, partagée, en gémissements de gratitude, rendit force et voix aux hommes abattus. Autour du feu, le village reprit ses chants, chants d'offrande, chants de vigueur renaissante. Le tambour battait, la peau vibrait sous les frappes, et les enfants dansaient, pieds nus sur la terre, encore glacée. Ce premier chapitre de sa vie posa les fondations de ce qu'il deviendrait, non pas un simple homme, mais un symbole capable d'exalter la soif de liberté chez ceux qu'on croyait enchaînés. La Thrace enseigne la patience de la pierre et la vigueur du torrent. L'un sans l'autre, le monde perd son équilibre. Spartacus, jeune et déjà habité par cette sagesse, portait en lui le reflet des antiques montagnes, de la forêt profonde et de la nuit étoilée, et, dans son cœur, une étincelle prête à embraser les chaînes. Ainsi se referme le premier volet de l'épopée, ouvrant la voie vers les sombres desseins de la captivité romaine, où la force brute du volontariat thrace sera brutalement mise à l'épreuve. Mais déjà, dans ce souffle natal, était inscrit le chant d'une révolution. La forge du loup. L'aurore se levait, peignant le ciel d'un rose diffuse, lorsque Spartacus trouva refuge auprès de la forge de son père. Les braises incandescentes rougeoient entre les pierres noircies, comme le cœur d'un volcan prêt à jaillir. L'outil régulier, le marteau frappant l'enclume, martelait l'air d'un écho profond, et chaque étincelle jaillissante semblait annoncer un futur embrasé. Autour de lui, l'atelier exhalait un parfum âcre de métal, chauffé et de suie, mélange indistinct d'une force primitive et d'un savoir ancestral. Le père, silhouette massive drapée dans un tablier de cuir épais, soulevait une barre de fer incandescent, la posait sur l'enclume et, d'un coup puissant, la couvrait de nouveaux reflets d'or rouge. Le jeune garçon, les doigts encore maculés de terre et de résine, observa chaque mouvement avec une concentration féroce. Le métal, sous les coups méthodiques, se courbait, se pliait et s'allongeait, comme sous l'emprise d'une volonté invisible. C'était là, expliquait son père d'une voix grave, que l'on apprenait la première vertu du guerrier, la patience. Le fer se dompte, disait-il, mais il te teste avant de plier. Dans cet atelier enfumé,
Spartacus comprit que son futur fusil d'espoir devrait être forgé de la même manière que ses lames prometteuses. Lorsque vint le moment de tailler la lame de sa première lance, il sentit le poids de l'objet, embrasé, vibrer dans sa paume juvénile. Le manche de bois, habilement calibré afin d'équilibrer la pointe acérée, était liémé par des lanières de cuir tanné. À chaque ponçage, le frottement rugueux du abrasif sur le bois produisait un murmure aigu, comme si l'arbre lui-même gémissait en se transformant. Puis, le fil de la lame, poli jusqu'à l'éclat, reflétait le candélabre des torches suspendues. L'éclat argenté dessina sur les visages des deux forgerons des ombres sinueuses, évoquant les antiques dieux de la forge, frères de Héphaïstos. Après l'achèvement de la lance, son père l'entraîna dans une clairière voisine, aux arbres élancés et aux fougères vert sombre. L'herbe, encore perlée de rosée, amortissait chacun de ses pas, enveloppant ses membres d'un froid matinal. « Tiens-la ainsi », ordonna le vieil homme, tandis qu'il ajustait sa prise sur la hampe. « Comme l'arbre tient ses racines, sois droit, enraciné dans la terre. » Spartacus sentit alors la lance devenir le prolongement naturel de son bras. Il frappa le tronc d'un chêne moussu, et la lame pénétra légèrement l'écorce, laissant une entaille nette, signe de sa détermination naissante. Le soir, le forgeron faisait résonner des contes et des légendes thraces, l'histoire du loup lunaire, dieu roi déchu devenu guide des égarés, la fable du forgeron céleste, à qui l'on prêtait un souffle assez puissant pour façonner des étoiles. À la lueur dansante d'un feu de camp, il murmurait « Quand tu forgeras ton propre destin, n'oublie jamais que ce n'est pas la force brute qui commande le fer, mais l'intention qui l'anime. » Les mots glissaient sur l'âme de Spartacus, creusant un sillon profond où germait l'idée d'une existence façonnée par sa propre main. Au centre de ce rituel, un rêve récurrent visitait son sommeil. Une meute de loups translucides, galopant sur un lac gelé, les pattes effleurant la glace sans la briser. Leur hurlement s'élevait, grave et mélodieux, puis se fondait dans le grondement sourd d'un marteau géant frappant le fer. Lorsqu'il ouvrait les yeux, son corps entier vibrait d'une énergie nouvelle, comme s'il venait d'extraire quelque force primordiale du cœur de la terre. Chaque matin, le loup lunaire se dressait près de lui, silhouette argentée, et lui posait, dans un souffle glacé, « Que forgeras-tu aujourd'hui ?» Progressivement, l'atelier devint un sanctuaire intime où se mêlaient douleur et exaltation. Les ampoules, naissant aux mains du jeune forgeron, éclataient sous le frottement des outils, et chaque goutte de sang, absorbée par le sol de terre battue, paraissait bénir la future lame. Les muscles, sous l'effort, se dessinaient dans les veines et les tendons, dévoilant un corps en pleine mutation, un corps taillé pour la résistance, pour la lutte. Les soirs d'orage, lorsque les éclairs zébraient le ciel et que les tambours du tonnerre couvraient les voies, Spartacus sentait la forge vibrer comme un ventre de dragon endormi, prêt à rugir. Le sous-chapitre s'achevait sur un dernier éclat de braise jouritière, tandis que le forgeron posait sa main sur l'épaule de son fils, l'obscurité les enveloppant d'une étreinte douce amère. Il prononça une seule phrase, lourde de sens. « À présent, tu n'es plus seulement un fils de Thrace, tu es un forgeron de destin. » Dans le silence qui suivit, Spartacus comprit que, désormais, les chaînes seraient battues, aussi courageusement qu'un fer incandescent.
elles se briseraient un jour, non par la main du destin, mais par la sienne. Les rites de passage. L'air s'épaississait de senteurs de résine et de terre humide lorsque la communauté se rassembla au pied des pierres dressées, cercles immémoriaux érigés par des mains disparues. À la tombée du jour, la lueur vacillante des torches ourlait la clairière d'une lumière tremblotante, projetant des ombres dansantes sur le dallage de mousse et de brindilles. Les anciens, drapés dans des peaux de bêtes fauves, formaient un demi-cercle autour de l'autel de granit où reposaient les offrandes, cornes gravées, statuettes de bronze polies, tissages colorés. Spartacus, vêtu de lin grossier et le visage peint de bandes ocre et charbon, attendait son initiation. Son cœur battait à grands coups, écho lointain des tambours rituels. Chaque frappe résonnait dans sa poitrine comme un appel primal. Les notes, graves et lentes, s'enroulaient autour des troncs séculaires, réveillant le murmure des esprits sylvestres endormis. Des cornes de cerf, passées à la bouche des anciens, gonflaient l'air d'un chant sourd, hérité de la nuit des âges. Le temps semblait suspendu. Même le vent retint son souffle, et les arbres immobiles prêtaient l'oreille à la cérémonie. Les femmes, voilées de lin blanc, inclinaient la tête, joignant les mains sur leur poitrine. Leurs perles de prunelles vulnérables reflétèrent la flamme dorée des torches, et leurs lèvres s'ouvrirent en un chœur silencieux, comme si elles fredonnaient un mantra secret. Au centre de la clairière, le grand prêtre s'avança, sa canne sculptée de figures animales, ours, vautours, serpents, rappelant la hiérarchie invisible du monde. « Enfants de la terre, poursuivit-il d'une voix caverneuse, vous qui marchez sur le fil ténu entre la vie et la mort, prêtez l'oreille aux anciens. » Il frappa 3 fois l'autel de sa canne, et un craquement retentit, semblable à l'ouverture d'une porte millénaire. Dans ce claquement, Spartacus crut entendre le bruit d'épées qui s'entrechoquent, écho lointain d'une guerre à venir. Le grand prêtre tendit une pierre sombre, lisse comme un miroir obscur, et la fit passer entre les participants. Chaque jeune guerrier doit contempler la nuit qu'il porte en lui, expliqua-t-il, tenir le reflet de ses peurs avant de les dominer. Quand la pierre parvint aux mains de Spartacus, il en ressentit le poids de l'univers. Il la porta à ses lèvres, l'embrassa, puis la plaqua contre sa poitrine, là où battait la flamme vive de son sang. Il y déposa un souffle, un vœu muet, qu'aucune chaîne ne lie mon esprit. Quand il ouvrit les yeux, la surface de la pierre semblait vibrer, comme un horizon ondulant. Ce signe, murmurèrent les anciens, annonçait un destin hors du commun. Ensuite vinrent les épreuves physiques, le courant du loup, un ruisseau traverse de galets coupants, où chaque jeune devait s'immerger, retenir son souffle et remonter le courant pour cueillir une elmédan, fleur aquatique aux pétales étoilés. Spartacus, le corps nu jusqu'à la ceinture, esquiva une pierre glissante, sentit l'eau glacée lacérer sa peau et plongea la main dans les remous. Il en sortit la fleur, frissonnante, qu'il présenta au grand prêtre nez à nez, comme un trophée lumineux. L'applaudissement des villages environnants s'éleva, vibrant contre les collines, puis vint le passage des lanières. À chaque poignet, on attacha un fouet de cuir tressé, légèrement humide d'huile sacrée. Les jeunes devaient traverser la clairière rituelle, sous les coups légers et symboliques du fouet.
une souffrance contrôlée, enseignement d'endurance. Les peaux crissaient, les muscles se durcissaient, et la poussière rouge volait, en gerbes dorées, sous la lueur des torches. Spartacus, les paupières mi-closes, la respiration lente, accueillit chaque coup sans un cri. Loin de l'assassiner, la douleur l'éveillait. Il sentit son esprit s'élargir, comme un ciel s'ouvre sous la tempête. Lorsque les épreuves s'achevèrent, l'odeur du sang et de l'huile se mêlait à celle du pain et de la terre humide. Les anciens jalonnèrent le cercle d'offrandes, touchant d'un doigt solennel la nuque de chaque initié, prononçant un murmure incompréhensible. Pour Spartacus, ce contact fut une bribe d'éternité. Il sentit circuler dans ses veines un feu ancien, promesse d'un pouvoir qu'il ne comprenait pas encore. La cérémonie culmina avec la danse du loup. Les tambours s'accélérèrent, le clairon de cornes perça le tumulte, et tous, initiés et anciens, se mirent en mouvement. Les pas, rythmés et saccadés, évoquaient l'entretien du feu. Soulever une bûche, la tasser, l'ouvrir, l'alimenter. Les corps se pliaient, se redressaient, imitaient la proie, puis le prédateur, jusqu'à ce que, soudain, le silence tombe comme un couperet. Une unique torche s'élève au centre du cercle, braise vivante, en suspension. Dans ce calme soudain, Spartacus, sur un genou, leva les bras, visage tourné vers la flamme. Il s'adressait à la fois à ses ancêtres et à des dieux dont il ignorait le nom. « Je donne mon cœur à la terre, mon esprit à l'air, mes mains à l'eau, ma volonté au feu. » Le prêtre se rapprocha, lui remit sur la tête une couronne de branches de laurier tressé et nomma le jeune homme enfant du loup. Un rugissement silencieux vibra dans la gorge de Spartacus, et ceux qui étaient là crurent entendre, dans le bruissement du vent, un hurlement lointain. La nuit s'acheva dans un silence complice, tandis que l'assemblée se dispersait, laissant Spartacus seul devant l'autel. Les premiers rayons de l'aube effleuraient les pierres dressées, dessinaient sur le sol des motifs géométriques, témoins muets d'un pacte ancien. Le jeune homme s'assit, couronne de laurier, posée sur ses cheveux humides de sueur et de rosée, et contempla l'horizon. Il ne ressentit ni fierté ni peur, mais une certitude. Dorénavant, son chemin serait jalonné de combats, et il devrait porter, en chaque geste, la mémoire de cette nuit où il devint un guerrier de la liberté. Sur la lisière de la forêt, un loup solitaire l'observait, silhouette grise découpée sur le ciel pâle. Quand il disparut entre les troncs, Spartacus sut qu'il ne le reverrait pas. Pourtant, le lien était scellé. Dans le cœur du jeune homme battait désormais le rythme inéluctable de la meute, et rien ne pourrait l'arracher à sa destinée. Chapitre 2. La captivité romaine, enchaînée au destin, aux premières lueurs d'un matin sans promesse. La colonne de traces enchaînées filait sur la voie appienne, pavée de dalles usées et luisantes de rosée. Les chaînes, lourdes comme un fardeau d'acier et de souffrance, s'entrechoquaient à chaque pas, étouffant les gémissements dans un râle sourd. Spartacus, le poignet meurtri par le fer, avançait au rythme lent du convoi, un chœur funéraire, entonné par des corps exténués. Derrière lui, l'horizon de collines ondulait comme une illusion de liberté irréalisable. L'air du matin portait l'odeur des ordures des bas-fonds romains, miasmes épais mêlés à l'acidité du fumier brassé par les roues. Les façades décrépites des insulae formaient un couloir oppressant.
où chaque fenêtre béante paraissait dévorer les hommes en marche. Des enfants pâles, visages cadavériques, jetant des regards curieux avant de se ruer sur les soldats pour grappiller un sou ou un crachat. Les légionnaires en armure, luisantes sous le soleil naissant, frappèrent du plat de la main les épaules des captifs, corrigeant tout ralentissement d'un coup sec. Les enseignes de plusieurs unités défilaient, la 13e Gemina, la Vea Laudae, la Zixoferrata. Chacune arborait un aigle d'airain, symbole d'une supériorité inéluctable. Quand un porte-étendard poussait le cri guttural du legatus, le convoi faiblissait, comme si le sol lui-même ployait sous le joug. Spartacus, dans l'ombre de l'aigle, sentit le cœur de Rome palpiter, une force attirante et terrifiante. À l'entrée de la ville, la colonne traversa l'arc de Drusus. Les arcs de pierre, couronnés de statues ternies, semblaient un juge silencieux des destins écrasés sous leurs voûtes. Un vent humide parcourut alors le convoi, comme un souffle ancien de liberté, rappelant aux jeunes Thraces la nuit étoilée de son initiation. Mais la chaîne rattacha son esprit aux ténèbres d'une cage d'airain, et la vision se dissipa. On conduisit ensuite les captifs vers un bâtiment bas, sans ornement, dont les murs épais étouffaient le son et la lumière. L'odeur de poussière, rance et de fer mouillé emplissait l'espace exigu. Les gardes poussèrent les hommes à l'intérieur, où des bancs grossiers et des jarres d'eau, croupis, attendaient. Spartacus aperçut, dans un coin, des inscriptions gravées « Viver militi et servir »,« Vivre en soldat, c'est servir ». L'ironie glaça son sang. Les esclaves, alignés comme du bétail, furent déshabillés pour la visite médicale. Cicatrices anciennes, bras disloqués, fractures mal ressoudées, tout fut répertorié. Un officier, plume à la main, notait chaque imperfection, chaque tâche de vieille bataille. Quand vint son tour, Spartacus garda la tête haute. Le médecin, un homme au visage ridé, observa ses muscles saillants, son torse noble, puis hocha imperceptiblement la tête. Valeur, moyenne. Utilisation, combattant potentiel. Il inscrivit F et R dans la marge, férox, sauvage. On les habilla ensuite de tuniques courtes, grises et rêches. Les nouvelles étoffes frottaient la peau meurtrie, rappelant à chaque mouvement la violence de la transition. À l'extérieur, une foule grossière se pressait derrière des barreaux rustres, esclaves de bas étage, prostituées aux yeux ternis, travailleurs de chantier. Des colibets pleuvaient, loups sans collier, sabreurs de paillasses, bêtes d'arène à venir. La haine et le dédain se mêlaient au rire gras des badauds. Spartacus sentit son sang bouillonner, une colère sourde prête à jaillir, mais il retint son poing, mesura le ferroitement de son bras et inspira lentement. Dans ce néant, il entendit un écho de la voix du grand prêtre, Thrace, dompte la douleur, forge ta volonté. À cet instant, l'homme devint plus que captif. Il se fit statue immobile, un roc face à la marée. Le convoi reprit sa route, longeant le Tibre dont les eaux lourdes glissaient vers la mer. Des barques grommelaient sous des ponts voûtés, leurs mariniers endormis se réveillant à la vue des fers et des soldats. L'odeur des poissons pourris, mêlée à celle des marais, accentuait la nausée. Spartacus, l'œil attiré par les reflets d'argent sur l'eau, songea qu'à Thrace, les ruisseaux coulaient limpides, porteurs de vie. Ici, même le fleuve semblait avoir perdu son innocence. Après plusieurs heures de marche, ils arrivèrent devant un portail monumental.
l'entrée d'un ludus entouré de tours de garde. Des chaînes plus légères, plus serrées, furent retirées, et des menottes minuscules remplacèrent les colliers de fer. Le choc fut quasi imperceptible, mais le message demeurait, nouvelle incarnation du même enfermement. Un esclave plus ancien, silhouette courbée, les accueillit d'un grondement interrogateur. Dans ses yeux brilla une lueur, celle d'une survie acquise à force d'obéissance. Il cracha par terre et désigna une vaste cour en gravier, délimitée par des cellules voûtées. Les soldats poussèrent les nouveaux venus dans l'arène intérieure, une fosse où s'entassaient d'autres recrues, tenant dans leurs bras quelques maigres effets personnels. Gourdes, frusques de laine, médaillons gravés. L'atmosphère était un cocktail de peur, d'impatience et de défis muets. Spartacus, au fond de la fosse, distingua un Romain vieillissant, ancien gladiateur, qui le jaugea d'un regard morne. « Toi, sauvage, tu connaîtras bientôt la danse des mortels. » La nuit tomba, et la cour se ferma sous un ciel d'encre. Les torches s'allumèrent, projetant une lumière crue sur les visages fatigués. Les murmures s'élevèrent en un chœur continu. Récits d'échecs et de blessures. Espoir ténu de liberté ou de gain. Dans ce microcosme de désolation, Spartacus sentit naître une solidarité silencieuse entre captifs, une fraternité née de l'injustice partagée. Avant de s'endormir sur la paille humide, il posa la main sur la cuirasse rugueuse qui servait d'oreiller. Il se promit de ne jamais oublier son nom, d'attacher chaque souffle à la mémoire de Thrace. Dans l'obscurité étouffante, son esprit s'éclaira par un serment. Un jour, je briserai ces murs, je briserai ces chaînes, et mon cri sera le fracas de la liberté. L'épreuve des armes. Aux premières lueurs d'un matin, plombés par la crainte, les recrues furent rassemblées dans l'épais silence d'une vaste cour ferrée de murs crénelés. Des rangées parfaites de bancs en bois rugueux accueillaient les aspirants gladiateurs, tous encore vêtus de la tunique grise à demi déchirée. Un officier aux traits durs, cuirassé de bronze poli et coiffé d'un casque orné d'un cimier carmin, s'avança sur une estrade de pierre. Son regard perçant balayait les visages amaigris, jaugeant la détermination et la peur. « Esclave !» tonnait-il d'une voix caverneuse, répercutée par les murs. « Aujourd'hui, vous débuterez votre véritable service, apprendre à faire danser la mort, à la dompter et à offrir du spectacle à Rome. » Il claqua des doigts, et des gardes surgirent, portant des armes neuves, glaives à double tranchant, dagues courtes, tridents et filets. Chaque paquet métallique miroita sous le soleil levant, promesse de sang et d'acier. Spartacus, les muscles encore tendus par la marche et la faim, observa avec un mélange d'appréhension et de fascination ces instruments de mort. Les armes semblaient y vibrer d'une vie propre. Le trident fieffé suintait l'éclat salé de la mer, la dague renvoyait l'éclat du sang futur, et le filet paraissait pesant de destinées fauchées. L'officier pointa le glaive d'un geste impérial. « Toi !» désigna-t-il Spartacus d'un doigt ganté. « Lève-toi et prends cette arme, montre-nous ton courage. » Les autres esclaves tournèrent la tête, chuchotant. « Voilà le sauvage de Thrace, voyons s'il tient debout. » Il s'avança d'un pas mesuré et saisit le glaive. À peine le poids le surprit. Ni trop lourd, ni trop léger, juste assez pour lancer la lame jusqu'aux confins du courage ou de la défaite.
L'instructeur lui dit alors, d'un ton sec, « Garde ta main ferme, mais laisse couler ton poignet. Le glaive obéit à la volonté, non à la force brute. » Spartacus concentra son regard sur la hampe lisse, sur le fil d'acier poli jusqu'à l'éclat lunaire. Son pouce pressa la garde, et son bras sentit une étrange corrélation. L'outil devint prolongement de son être. Un sifflement strident résonna. Une cohorte de soldats surgit, brandissant leurs glaives et encerclant les recrues. À un ordre muet, la mêlée débuta. Les bruits de choc, de choquants fracas, emplirent l'air. Sillons de sueur et de poussière voltèrent dans un tourbillon de chair enchevêtrée et de lames scintillantes. Spartacus avança, déterminé. Son premier adversaire Thrace, un colosse aux épaules larges, surgit, la dague levée. Le choc fut brutal. Les lames s'entrechoquèrent dans un écho sinistre, et l'étincelle jaillit comme la promesse d'un désir sanguinaire. Spartacus bloqua la dague adverse d'un geste précis, le bras vibrant, puis pivota le pied gauche, usant du poids de l'assaillant contre lui. Le colosse vacilla, et Spartacus en profita pour donner un coup horizontal, tranchant l'air avec une maîtrise étonnante. L'homme recula, le souffle coupé, et Spartacus put inscrire la première trace de réussite dans l'épreuve. Autour de lui, la mêlée évoluait en une chorégraphie barbare. Un homme parait un coup de trident et répondait d'un crochet puissant. Un autre se laissait tomber pour esquiver une lame, puis se redressait en lançant un filet. Les spectateurs, soldats en armure, frappaient du bouclier sur leurs jambettes, à intervalles réguliers, mesurant les progrès des recrues selon un rythme militaire. Au terme du combat, ceux qui étaient tombés à genoux, priant la mort, furent impitoyablement relevés par la botte des gardes et sommés de reprendre la lutte sans repos. Spartacus, le torse recouvert de suie et de transpiration, ressentit chaque tendon comme un fil tendu, résonnant sous la brise matinale. Il comprit que l'épreuve ne se limitait pas à faire couler le sang de l'adversaire, mais à supporter la douleur, à dépasser la fatigue. L'officier fit sonner le corps, et l'instant d'après, l'arène improvisée se vida. Les recrues furent alignées à nouveau, haletantes, les muscles raides, les visages crispés. Les gardes, implacables, retirèrent les armes, les posant sur une table d'obsidienne, à luisance funèbre. Puis vint la leçon théorique. L'officier traça sur le sable un cercle de craie blanche, y esquissa des arcs avec précision. Il expliqua la géométrie du combat, la garde haute, la garde basse, l'ouverture du buste, la rotation du poignet pour changer l'angle de coupe. Un bon gladiateur n'improvise pas, martela-t-il. Il calcule, anticipe, trompe l'œil et le cœur de l'adversaire. Il insista sur le concept de l'efficacitas, la capacité à infliger le coup fatal avec la dépense d'énergie minimale. On montra la différence entre un coup large, spectaculaire, et un coup précis, presque imperceptible, au moment exact où l'adversaire est déséquilibré. Des recrues expérimentales furent appelées, et les plus adroites exécutaient des enchaînements d'une grâce mortelle, parade, riposte, esquive, retournement du corps. Spartacus, debout, la sueur perlant sous le casque, absorbait chaque détail, chaque mot. Ses doigts repassèrent en imagination sur la garde du glaive, ajustant la pression, sentant l'acier vibrer léger sous sa paume. Il repensa aux techniques de chasse de son père, feinte du chasseur, retrait du piège, bond du gibier surpris. Il comprit alors l'universalité du geste guerrier, la fusion du prédateur et de sa proie, symbolisée par l'acier qui tombe
et l'étincelle qui jaillit. L'après-midi, l'exercice changea d'échelle. Les recrues furent emmenés dans une arène annexe, de dimension modeste, où le sol était jonché de sable fin. Là, par paire, on devait répéter sans discontinuer les mêmes mouvements. Attaque haute, corps retourné, coup latéral, esquive, coup de taille. Les mouvements devaient devenir automatiques, presque hypnotiques, jusqu'à ce que l'adversaire soit vu comme une ombre, un flux d'énergie à canaliser ou à briser. Spartacus, songea-t-il, avait déjà vu ce rituel dans les yeux des loups. Au crépuscule, lorsque la meute se prépare à l'assaut, synchronisation parfaite, silence absolu, tension prête à éclater. Il produisit des enchaînements si fluides que l'officier, d'abord sceptique, hocha la tête en murmurant « Tu n'es pas un esclave, sauvage, mais un forgeron de la lame. » Le soleil déclinait quand l'épreuve ultime fut annoncée. Combattre à l'épée courte et au bouclier rectangulaire, arme standard des gladiateurs de la catégorie sécutor, contre un adversaire équipé d'un trident et d'un filet, classé retiarius. Spartacus, appel des rangs, se retrouva face à un homme maigre, rapide, protégé seulement par un pan de cuir sur l'épaule. Le défi consistait à percer le filet, à ne pas tomber ni se laisser enfermer, et surtout, à demeurer imprévisible. La lutte, qui débuta sous un ultime cri de l'officier, fut un duel de contrastes, force contre agilité, assaut contre esquive, acier contre maille, puissance contre finesse. Spartacus bloqua un trident avec le plat de son bouclier, puis chargea, frappant d'abord la terre pour surprendre l'adversaire, puis son avant-bras ganté. Le retiarius hurla de surprise et de douleur, son filet s'échappa de ses doigts. Et Spartacus en profita pour asséner un coup précis. Le bruit du fer contre le bois résonna, écho d'une victoire tardive. À la fin de la journée, quand le soleil s'engloutit derrière les remparts, les recrues furent libérés de l'entraînement. Les corps brisés et les esprits épuisés gagnèrent leurs cellules en boitant, mais Spartacus marchait droit, animé d'une certitude nouvelle. Il avait apprivoisé la machine de guerre romaine, non pour se soumettre, mais pour l'utiliser lorsqu'il serait le maître de son propre destin. L'âme sous le joug, l'aube perçait à peine l'horizon, que déjà les clameurs s'élevaient dans le ludus. Les tambours du réfectoire résonnaient contre les murs de pierre, marquant les heures comme un métronome implacable. Spartacus, étendu sur sa paillasse de paille humide, ouvrit les yeux au son matinal de la cloche de bronze. La lumière, filtrée par de petites meurtrières, dessinait sur le sol de lourds losanges, autant de barreaux silencieux encerclant son regard. Il se redressa, plia les genoux, puis s'appuya sur ses mains calleuses. Chaque nerf vibrait encore des épreuves de la veille, et la sueur séchée formait une carapace rugueuse sur sa peau. Le goût métallique du sang séché lui resta dans la bouche, mais il rejeta d'un coup de langue l'amertume. Il devait s'endurcir, autant dans le corps que dans l'esprit. Les portes de la cellule s'ouvrirent dans un grincement sinistre. Un Villicus, casque cabossé et lance à la main, poussa les gladiateurs vers la cour intérieure. Les esclaves, désormais aguerris, suivaient sans un mot, tant la discipline du ludus broyait toute velléité de rébellion. Une rangée de cruches d'eau fraîche, offertes à la soif, et s'alignait contre le mur sud. Spartacus but d'un trait, laissant l'eau glisser sur sa langue, l'inondant de souvenirs de ruisseaux clairs
et de pluies printanières en traces. Au centre de la cour, les recrues plus récentes ciselaient la terre de leurs glaives, s'exerçant à la parade. Les anciens, silhouettes hautaines, s'échangeaient des regards lassés, comme si chaque jour de labeur érodait un peu plus leur humanité. L'un d'eux, un Gaulois, à la voix rauque, s'approcha de Spartacus et lui souffla à l'oreille. « Ici, ton âme s'use plus vite que ton corps. » Le jeune Thrace hocha la tête, conscient que chaque coup porté et reçu façonnait sa nouvelle identité, celle d'une machine à tuer docile. L'instructeur suprême du Ludus, un vétéran nommé Calenus, apparaissait parfois parmi les rangs d'aspirants. Son armure d'apparat, presque intacte malgré les années, racontait des décennies de conquête. Il posait alors sa main sur le fer des armes, palpant la surface comme pour en absorber la mémoire. Calenus ne parlait que peu. Un simple « recommence », plus fort, ne faiblit pas, mais sa présence imposait un règne de silence craintif. Après l'eau, vint le pain noir et coriace, débité en tranches épaisses. Les gladiateurs se pressèrent autour de tables rudimentaires, où chacun prenait sa portion, jaugée à la quantité exacte pour maintenir la force, sans rendre l'animal trop gros pour l'arène. Spartacus mâcha chaque bouchée avec lenteur, sentant la farine âcre se mêler aux épices fades. Le pain nain était gorgé de borax, dit-on, pour tenir plus longtemps, mais il desséchait la gorge et irritait la langue. Pourtant, il avala jusqu'à la dernière miette, partageant son bol d'eau avec un recruit plus frêle, dont la lèvre saignait sous l'étiquette du lâcheur de glaive. L'après-repas débuta par un enseignement d'éloquence macabre. Le gladiateur devait savoir jouer du verbe, en plus de manier l'épée. Un jeune Romain, patricien tombé en disgrâce, venait enseigner aux captifs les codes de la foule et du Sénat. Il décrivait, d'une voix mielleuse, le bruissement des toges pourpres dans l'amphithéâtre, la façon dont un léger soupir ou une exclamation affectée pouvait infléchir la clameur des spectateurs. Spartacus écoutait, hypnotisé par l'idée que même enchaîné, on pouvait devenir acteur de son propre destin par la parole maîtrisée. La matinée s'étira ensuite en un labyrinthe d'exercices d'endurance. Les gladiateurs couraient sur un tour de piste empierré, encerclant la cour 200 fois sans relâche. L'air saturé de poussière mordait les poumons, et chaque foulée soulevait un nuage acide. Les chaînes de fer, allégées, mais encore présentes, tintaient contre les jambes enferrées. Après 10 tours, l'essoufflement faisait chanceler, les doigts s'agrippaient à la grille de la porte, comme pour échapper à la pesanteur. Certains titubaient, s'effondraient, mais le fouet des gardes ne pardonnait rien. Spartacus, serrant les dents, trouvait en lui une énergie insoupçonnée, un instinct de survie plus puissant que la douleur. Au cœur du Ludus, une statue de marbre blanc représentait le dieu Martialis, protecteur des guerriers. Les veines du marbre, comme empreintes de sang figé, donnaient l'impression que la pierre pouvait s'animer. À midi précis, le temple miniature s'ouvrait pour laisser filtrer une lumière dorée. Un prêtre fugace entonnait alors une prière gutturale. Dispensa nobis fortitudinem, dona nobis victoriam. Accorde-nous la force, offre-nous la victoire. Les cendres du sacrifice de la veille puaient encore, mêlées à l'encens rance, et le chant étrange glissait sur les peaux comme un voile de mort. La chaleur de l'après-midi écrasait le Ludus. Au sol, la poussière se mélangeait au sable fin, traçant une épaisseur blanchâtre.
Spartacus et une dizaine d'autres furent instruits au maniement du scutum, le grand bouclier rectangulaire. L'arme, presque aussi grande qu'un homme, demandait une coordination parfaite. Tenir la garde, avancer, tourner le corps sans briser l'équilibre. Sous un soleil implacable, le cuir fin du bouclier adhérait à la paume comme s'il voulait avaler les mains. Les instructeurs, bâtons levés, corrigeaient chaque posture, sculptant les recrues au gré des ordres. Quand vint enfin le moment de la cohorte de combat, un affrontement simulé en grands groupes, les gladiateurs se positionnèrent en deux formations serrées. Le choc, orchestré, simulait une bataille miniature. L'unité avançait en tortue, boucliers alignés, pendant que l'autre frappait en vagues, cherchant à briser la ligne. Les cris de guerre jaillissaient, rauques, comme un torrent libérateur, et les boucliers repoussaient le sable vers l'adversaire. Spartacus, en première ligne, ressentit contre sa poitrine le poids de l'acier, le tremblement du sol et le souffle de l'ennemi. À chaque impact, son cœur vibrait dans une exaltation étrange. La peur se transmuait en adrénaline, la douleur en puissance. Lorsque le dernier coup retentit, que les coquillages annonçant la fin du conflit furent soufflés, chacun resta figé, tenant sa garde. Les soldats pyramidaux, témoins silencieux, évaluèrent le comportement des volontaires. Certains furent priés de s'écarter, blessures et épuisement signant leur exclusion. Spartacus, bien que blessé à l'épaule, fut autorisé à garder sa position. Un simple geste d'approbation du Villicus suffit à allumer en lui une lueur de fierté intimidée. La soirée approchait, livide derrière les remparts, quand les captifs regagnèrent leurs cellules. Le bruissement des toges des gardiens, l'odeur du vinaigre purifiant les armes, le cliquetis des verrous, tout, dans ce retour, sonnait comme un glas. Spartacus passa devant la statue de Martialis, gravant dans son esprit chaque craquelure du marbre. Il ferma les yeux et prononça un vœu silencieux. Que mon âme, forgée ici dans la douleur, devienne la clé de ma délivrance. Dans le silence de la nuit romaine, quand les torches s'éteignirent et que le ludus sombra dans une obscurité presque totale, Spartacus sentit une présence à ses côtés. Une ombre fluette, silhouette incertaine, se dissipa aussitôt, comme un spectre de sa mémoire trace, un écho lointain de la meute, un appel de la liberté perdue. Il tendit la main vers le vide, mais ne trouva que l'air frais de la nuit et le goût amer de l'espoir. Au matin, pourtant, il saurait affronter à nouveau la forge d'acier et de crainte, car l'âme, même sous le joug le plus lourd, conserve en son creux la braise inextinguible du feu sacré. Chapitre 3. Naissance du gladiateur. L'amphithéâtre de la terreur. Le crépuscule romain différait de celui des collines thraces. Ici, le ciel se gorgeait d'un orange vif, presque insolent, comme un avertissement. L'amphithéâtre, masse de pierre et de vertige, dominait les thermes et les quartiers populaires, attirant les regards et l'angoisse. Ces arches monumentales, hautes de plusieurs étages, s'ornaient de statues partiellement brisées, témoins muets de 100 ans de combat et de sang répandu. Spartacus, menottes aux poignets, gravit la volée de marches noircies par les pas de milliers de gladiateurs. Chaque respiration était un cortège d'odeurs, poussière séchée, sueur ancienne, effluves de goudron et de charogne, vestiges de bêtes sacrifiées. L'écho de ses pas résonnait dans le tunnel,
latéral, comme un tambour, annonçant le retour d'une bête mythique. Sur le sable imposé du réfectoire, les recrues attendaient leur premier affrontement officiel. Le sol avait été ratissé pour dessiner d'immenses cercles concentriques. Au centre, un bassin circulaire où flottait, témoin d'un rituel archaïque, quelques esquilles d'ossements d'animaux. Des esclaves vêtus de tuniques noires passaient, balais à la main, tandis que d'autres traînaient des vivres à destination des cages d'où surgiraient bientôt les bêtes féroces. La foule, déjà installée sous les gradins, formait un nuage vibrant, 1000 voix, 1000 humeurs, 1000 attentes. Des sénateurs drapés de toges pourpres glissaient dans les loges d'honneur, tandis que les spectateurs de conditions plus modestes se pressèrent sur les bancs de pierre du haut, criant, huant, pariant. Les cornes annonciatrices passèrent d'une bouche à l'autre, distillant un bruit grave, hésitant, comme l'haleine d'un monstre sur le point de se réveiller. À la lisière de l'arène, des cages en fer grinçaient sous la tension des fauves, lions, tigres et léopards, fichés dans les parois de métal, les pattes griffant le vide, les poils hérissés. Les muscles bandés, ils enfonçaient parfois un souffle rauque à travers les barreaux, exhibant leurs crocs luisants. Quand l'un d'eux rugit, le grondement secoua la terre, et la foule poussa un soupir collectif. L'enfer allait s'ouvrir. Les portes latérales s'entr'ouvrirent. Les gladiateurs, conduits en file indienne, mirent pied sur le sable brûlant. Spartacus sentit la chaleur remonter du sol, caressant ses pieds nus. Les forgerons du Ludus avaient choisi pour lui et ses compagnons des équipements stoïques, un casque d'airain aux ailes stylisées, un bouclier rond cerclé d'un jonc de fer, une courte épée courbe, le sika, dont la lame évoquait la morsure du serpent. La clameur monta d'un cran. Les notables jetaient des sacs d'argent sur le sable pour parier. Les esclaves ouvraient leurs gosiers pour exulter. Des effigies d'empereurs passés, en fresques fanées, couronnaient les murs, regardant la reine comme d'antiques juges venus du temps d'avant. Un myrmillon, vétéran aguerri, se plaça à côté de Spartacus. Plus grand de 3 têtes, sa cuirasse portait les cicatrices d'écailles tordues et de griffures d'ours. Son visage, buriné par d'anciennes luttes, conservait la fierté indomptable d'un homme qui a défié la mort. Sans un mot, il tendit à Spartacus une fiole d'eau claire et un petit talisman de cuir orné d'une tête de loup stylisée. Un signe de fraternité ou d'avertissement, le signal retentit. Un corps nu de bronze projeta sa vibration aiguë et les portes des cages s'ouvrirent brutalement. Un tigre vrombissant bondit, suivi de près par un lion rugissant et un léopard tentant. Une échappée latérale. Les gladiateurs s'écartèrent, formant un demi-cercle. L'instant d'après, l'arène se mua en chorégraphie de survie. Spartacus, cœur battant, avança son bouclier. Le fauve oblique, muscles poilus tendus, bondit. À l'impact, le bouclier trembla, vibreur profond, comme une corde de lyre frappée. L'animal dérapa, griffes raclant la feutrine de sable. Spartacus en profita pour surprendre la bête d'une estocade rapide. La lame s'enfonça jusqu'à la garde. Un cri bestial fendit l'air, suivi d'un silence glacial. Le lion, au loin, observait, évaluait, comme un stratège. Le myrmillon, rugissant l'encouragement, fit soudain face à l'autre fauve. Il brandit son glaive, attaqua en flèche, esquiva une riposte de griffes et finit par étrangler la bête
en la repoussant dans un angle. La foule exulta, injuriant ou acclamant selon l'issue. Spartacus sentait l'adrénaline picoter ses tempes, son esprit se focalisait sur l'instant présent. Chaque son, chaque odeur, chaque grain de sable. Dans un coin de l'arène, un lancer de javelot, vite stoppé pour éviter une effusion de sang inutile. Puis la chasse aux proies, plus docile. Sangliers et taureaux furent lâchés, forçant les gladiateurs à des affrontements plus rudes. Les buccinateurs exécutèrent des fanfares guerrières, accompagnant chaque mouvement d'une partition angoissante. Spartacus, déjà ivre de combat, oublia son nom d'esclave. Il fut enivré par la précision de son corps, le fracas de son armure, la torsion de son bassin, le recul de sa jambe arrière, l'impact sourd de son épée contre la chair. Il se découvrait meneur, orchestrateur de la mort. À chaque cri de la foule, il sentit la puissance de l'instant gagner son être tout entier. Quand le soleil fut haut, les portes s'ouvrirent de nouveau, et l'ordre tomba, sufficit. Les esclaves charges traînèrent les bêtes blessées hors des barreaux. La poussière retomba, le silence s'ancra. Les gladiateurs se regroupèrent pour saluer la foule, levant l'épée et le bouclier. Des lauriers furent jetés sur leur chemin, tandis que des esclaves porteurs d'eau venaient rafraîchir leurs membres endoloris. Spartacus, le casque enlevé, la sueur ruisselant sur son front, contempla l'ovation. Il reconnut des visages ensanglantés, des yeux de pierre ou d'extase, des corps meurtris dans l'atmosphère brûlante. Ce triomphe, aussi éphémère soit-il, marquait sa renaissance. De captif anonyme, il était devenu gladiateur, digne de l'arène. Pourtant, un frisson étrange traversa son échine. L'affrontement l'avait transformé. La colère molle de l'esclave cédait la place à la flamme ardente du combattant. Il comprit que chaque victoire était un contrat avec la mort, une dette à payer dans l'arène suivante. Et tandis qu'il regagnait le tunnel, acclamé et chuchoté, il sut que, pour survivre, il devrait maîtriser à la fois l'acier et la peur. Ainsi naquit le gladiateur Spartacus, dans l'amphithéâtre de la terreur, où la vie et la mort se dansent à chaque pas, et où un seul faux mouvement peut sceller le destin. Ce jour-là, le sable grava son nom pour la première fois, et la foule l'enchanta comme un nouvel oracle de sang. Fraternité de sang. Quand les portes de l'amphithéâtre se refermèrent derrière lui, Spartacus fut conduit dans un couloir voûté où l'air, saturé de sable et de sueur, s'alourdissait à chaque pas. Les torches brûlaient bas, projetant des ombres figées sur les murs décrépits. À la lueur vacillante, il distingua les silhouettes d'autres gladiateurs se tenant contre la pierre, échangeant des regards fatigués, mais presque soulagés de ne plus sentir l'acier des bêtes sous leurs pieds. Un Romain au visage buriné, dont le regard rougeoyait comme un charbon, s'avança. C'était Crixus, le Gaulois, dont la réputation de tueur pacifique précédait les légions. Il posa une main sèche sur l'épaule de Spartacus et murmura, la voix rauque. « Tu as combattu comme un loup affamé. Ici, nous sommes une meute, sans lien, nous sommes perdus. » Plus loin, Gannicus, un celte trapu au sourire carnassier, tendit une gourde d'eau tiède, ses cicatrices anciennes, sillons profonds sur la peau, racontaient des saisons de combat. Quand Spartacus but, il sentit l'eau douce apaiser la brûlure de ses plaies.
Dans l'arrière-cour, des esclaves soigneurs nettoyaient le sable des gouttes de sang, avec du vinaigre et des bandelettes de lin. L'odeur âcre du désinfectant se mêlait à celle, plus légère, des herbes médicinales disposées sur une table de pierre. Une femme trapue, silhouette basse, oint les coupures de Spartacus avec une pommade grasse. Ses doigts, habiles, faisaient frémir la chair endolorie. À chaque geste, elle chantonnait un cantique guttural, invocation muette au dieu de la guérison. Autour de la table, les gladiateurs formaient un cercle silencieux. Chacun retirait son casque, révélant des visages marqués par la fatigue, la honte ou l'orgueil. S'échangeaient alors confidences et récits, origines lointaines, pertes irréparables, but insensé d'une survie quotidienne. Spartacus, d'abord réservé, parla enfin. « Je viens de Thrace, j'y ai appris à écouter la forêt. Ici, j'apprends à écouter le fracas de l'arène et vos souffles. » Un murmure d'approbation parcourut le groupe. Gannicus glissa. Dans la meute, chaque respiration compte, ténacité et entraide, ou la mort vous guette. À cette seconde, un silence de mort s'installa, comme si les murs de la maison des bêtes avaient tendu l'oreille. Puis, Crixus leva une coupe de vin rouge, épais comme du sang. Il la tendit au centre du cercle et proclama d'une voix claire : « Frères de sang, buvons à notre union. Que la corde du destin soit tressée par nos respects mutuels. » Ils burent à l'unisson, le liquide épicé brûlant la gorge, avant d'apaiser la soif. Le tintement des lèvres sur le bord de la coupe résonna comme un pacte scellé. Ce rituel improvisé, fragile et spontané, scella leur fraternité. Quand la coupe fut vide, Gannicus caressa la lame courte de Spartacus et dit, comme une injonction, « Que nos épées s'entraînent comme nos âmes s'unissent. Demain, ensemble, nous vaincrons. » Au dehors, un orage grondait. Le tonnerre s'éleva, grondement lointain, puis plus proche, comme un tambour retentissant dans la poitrine. Les gouttes de pluie frappèrent les dalles inégales du couloir, échos cadencés à leur serment. Spartacus sentit, dans cette mélodie brute, la présence invisible de la meute. Un souffle, un appel. Avant de rejoindre leurs cellules, ils déambulèrent dans un jardin caché derrière les murailles. Un carré de verdure rare, où chèvrefeuilles et lys offraient un parfum délicat. Sous la pluie fine, la terre exhalait un parfum mouillé, mémoire d'un monde libre. Ils s'agenouillèrent, mains jointes, et Crixus prononça l'ultime vœu. Sous les étoiles ou sous les coups, nous ne sombrerons pas seuls. Notre fraternité sera le bouclier de nos âmes. Spartacus éleva ensuite les yeux vers le ciel. Entre les nuages lourds, la lueur vacillante d'une étoile sauvage scintilla. Il crut reconnaître le loup lunaire de sa jeunesse, silhouette argentée glissant entre les constellations. Un frisson le parcourut, comme une caresse froide, et il sut que la promesse était entendue de plus haut que les murs de Rome. Dans la nuit, le pacte fit naître une force nouvelle. L'épuisement céda la place à une détermination claire. Chacun repartit vers sa cellule, le pas plus assuré, le regard plus humide. Sur le sable de l'arène, à l'aube prochaine, ils lutteraient non seulement pour eux-mêmes, mais pour la meute tout entière, et pour la liberté qu'ils réinventeraient, un combat après l'autre. Le loup dans l'arène. L'aube parut hésitante, comme un souffle qui tâtonne au bord de la nuit, quand Spartacus
franchit à nouveau les lourdes portes de l'amphithéâtre. Le sable, brûlé par les premiers rayons du soleil levant, exhalait une chaleur diaphane, presque réconfortante. Les gradins se vidaient peu à peu de l'ombre de la nuit, laissant place à la foule matinale des affranchis et des spectateurs désœuvrés, venus parier sur le faste macabre de la journée. Cette fois, la scène ne serait pas un affrontement contre des fauves, ni un duel improvisé contre un autre novice. Aujourd'hui, on voulait tester les véritables capacités stratégiques et tactiques de chaque gladiateur. On avait entendu parler d'un thrace prétendument insaisissable, dont la lame dansait plus vite que le vent. On voulait voir si le mythe était fondé. Après une marche solennelle, le long des corridors voûtés, éclairé de torches vermeilles, Spartacus atteignit l'aire centrale. Là, une arène circulaire en bois résistait au temps et au fer, cerclée de poteaux soudés, au-dessus des gradins primitifs, où résonnaient déjà des cris d'impatience. Au centre, un grand motif tracé dans le sable figurait une meute de loups hurlant à la pleine lune. Un présage, murmuraient certains, mais un avertissement soufflait d'autres. Un officier retint le souffle, Spartacus de Thrace. Le nom roulait sur la langue des gardes comme un écho venu des montagnes lointaines. Montrez-nous votre art de survivre, levez votre glaive et attaquez. Spartacus s'avança, les chaussures lacées de cuir, usées, crissant sur les planches. Il porta la main à la garde, sentit le métal résonner, s'imprégna de son poids. Une buccina retentit, longue plainte en spirale, et il sut que l'adversaire arriverait par l'entrée opposée. Lorsque le retour de la porte tinta, un gladiateur costaud, coiffé d'un casque à visière grillagée, fit irruption. Il brandissait un manica orné d'écailles de bronze, signe d'un vétéran rompu au combat de haut rang. Son glaive court brillait, lacérant l'air d'un murmure métallique. Le colosse avança, bouclier fixé, posture basse, prêt au choc. Spartacus se déplaça latéralement, observant la cadence du pas du sécutor. Il jaugea l'ouverture de la garde, l'angle de riposte le plus probable, la faiblesse éventuelle du blindage de bronze. Comme un loup qui hume les failles du cerf avant l'assaut, il patienta, muscles tendus, oreilles dressées. Le premier choc fut brutal. Bouclier contre bouclier, un grondement sourd, puis le choc des aciers, étincelle minuscule dansant dans l'air matinal. Spartacus laissa son adversaire engager la première feinte, pivotant juste assez pour esquiver un tranchant circulaire, puis contre-attaqua d'un coup rasant, visant la jointure du bronze. Le coup fendit le coussinet de tissu, arrachant d'un râle de surprise au vétéran. Le public, jusque-là silencieux, laissa échapper un murmure d'admiration. L'officier fronça les sourcils. Le thrace tenait tête à un soldat aguerri. L'épreuve consistait précisément en cela. Démontrer non seulement la force et l'adresse, mais la capacité de lecture du combat, la faculté à anticiper et à retourner la situation. Spartacus sentit le cœur battre dans ses tempes, irrégulier, en cadence avec la respiration courte du colosse. Il feinta une estocade haute pour distraire l'adversaire, puis glissa derrière la cible, frappant le mollet avec précision. La lame entama le bronze, creusa un sillon profond, et le sécutor vacilla, surpris, sans perdre un instant. Spartacus bondit, levant le glaive au-dessus de la tête, prêt à asséner le coup final. Mais il hésita. Dans les yeux du vétéran, il décela un mélange de respect et de défi. Un loup blessé, pensa-t-il, mais un loup digne de sa loyauté. Il recula d'un pas, baissa légèrement la lame
offrant à l'officier un signe de salut. Le vétéran, surpris, répondit par un hochement de tête gravé de sagesse combative et rengaina son arme. Le silence se fit, lourd et solennel, tandis que la buccina résonnait de la décision. Le combat se termina sur ce geste inattendu. L'honneur scellé plutôt que l'anéantissement. Les gradins éclatèrent en acclamations frénétiques. Certains jetaient des vêtements, d'autres des pièces d'or, ravis d'avoir assisté à cette démonstration rare où la pitié devient une technique stratégique. Des soldats en uniforme se pressèrent, entourèrent Spartacus, lui tendant cupules et provisions. Pour le Thrace, ce moment fut plus qu'une victoire. Il comprit qu'un gladiateur ne cesse d'être un homme, même dans l'arène. La fraternité de sang, la loyauté entre adversaires, la reconnaissance du courage, tels étaient les véritables trophées. Au sortir de l'amphithéâtre, la foule dispersée laissa place à une procession d'esclaves porteurs. On guida Spartacus vers un bassin où l'on lui lava le visage et les mains. L'eau, froide comme un torrent, de la Thrace, nettoya le sable mêlé de sueur et de sang, révélant la vigueur de ses traits. Un esclave discret posa sur ses épaules un manteau de laine épaisse, teinte ocre. Dans un couloir de papyrus et de fresques dorées, un mage forgeron suspendit autour de son cou une amulette en bronze représentant un loup hurlant à la lune. Il souffla dans le métal chaud avant de le refermer, imprégnant l'objet d'un souffle mystique. « Porte ceci pour toujours, dit-il, que la meute te protège. » Spartacus contempla la délicatesse du geste ému. Le loup thrace renaissait dans l'âme d'un gladiateur romain. Il sentit naître un équilibre nouveau, la force et la ruse, le sang et le pardon, l'homme et la bête unis en un seul être. La journée s'acheva dans la tiédeur d'un couchant carmin. Les derniers rayons effleurèrent les murs de l'arène, dessinant des ombres allongées, tandis que Spartacus, le visage tourné vers l'Occident, murmurait une prière silencieuse aux esprits de ses ancêtres. « Que la meute veille sur moi, et que ma lame serve la justice, même dans l'ombre la plus noire. » Ainsi se referma le 3e chapitre de son ascension. Le loup domestiqué par la ruse, devenu maître de l'arène, prêt à rassembler la meute pour la révolution à venir. Chapitre 4. L'insurrection des esclaves, les feux de la révolte. Dans l'obscurité complice de la nuit, le Ludus s'était endormi sous la garde relâchée des sentinelles, ivres de vin coupé. Les lampes à huile, suspendues au mur, diffusaient une lumière vacillante qui dessinait sur les pierres des silhouettes tremblantes. Spartacus, sorti de sa modeste cellule, glissa le talisman en bronze sous sa tunique et avança, silencieux, vers le cœur du camp. Chaque pas résonnait comme un tambour de guerre étouffé. Autour de la grande forge, lieu vital où l'on réparait les lames et entretenait les armures, une poignée de complices s'était rassemblée. Crixus, à la mâchoire serrée, Gannicus, le regard ardent, et quelques Celtes et Mauritaniens dont la peau, tannée par le combat, semblait porter déjà l'éclat d'une liberté imminente. Leurs visages, éclairés de lueurs rougeâtres, prêtaient à la scène l'apparence d'un cercle druidique, prêt à invoquer une magie oubliée. Spartacus, d'une voix basse et ferme, énonça l'ordre du soulèvement. Libérer les armes cachées sous la forge, neutraliser les gardes de la porte principale et rallier les camarades endormis dans les dortoirs.
À chacun des mots, le froid fer des glaives contre la paume vibrait d'une tension grandissante. Dans un mouvement coordonné, ils soulevèrent la dalle, dissimulant la cachette, des poignards. Des lames courtes et 2 casques carénés attendirent, cuivrés et impassibles. Le silence resta maître du camp, jusqu'à l'instant précis, où Crixus, d'un geste vif, désarma la première sentinelle, endormie, étouffant son souffle d'un poing ganté. Un craquement léger déchira la brume matinale naissante, signal convenu pour déclencher l'assaut. Dans un même élan, la meute invisible bondit, les casques furent coiffés, les glaives dégainés, et une clameur contenue monta de leur poitrine, en un seul rugissement. Sous la lune pâle, les torches des huttes s'éteignirent. Les gardes, surpris, levèrent l'épée dans un geste de défense hâtif. Spartacus s'élança en tête, frappant le bouclier de l'officier de faction. Le choc du fer résonna comme un glas. À l'arrière, Gannicus maîtrisait 2 cohortes d'hommes, les renvoyant vers les cuisines pour en bloquer l'issue. Partout, le métal s'entrechoquait, les chaînes des captifs tombaient sur le sol, et les barrières de bois cédaient sous la rage des insurgés. Dans le vacarme soudain, le Villicus apparaissait sur le seuil, hurlant des ordres désordonnés. Son casque glissa, révélant un visage blême et terrifié. Crixus le captura d'un coup de poing dans le ventre, puis l'obligea à baisser la voix et à s'agenouiller. Spartacus s'approcha, plaqua la pointe de son glaive sous la gorge du gradé et déclara en une voix calme et solennelle. « Ce camp n'est plus qu'une cellule brisée. Ce soir, nous forgeons notre liberté. » Derrière eux, des silhouettes endormies s'étaient éveillées. Celtes, Germains, Syriens, tous secoués par la même étincelle de révolte. Les anciens myrmillons, sollicités, brisèrent les serrures des cellules, distribuant casques et armes à ceux qui n'en possédaient pas. Un sentiment d'urgence électrifia l'air. Chaque seconde gagnée était un pas vers la liberté ou la mort. Une volée de flèches enflammées jaillit des tours voisines, signe que le ludus se défendait. Les insurgés se pressèrent vers l'artillerie improvisée. Quelques balistes, un capstan enfoui, des herses accrochées aux remparts. Spartacus ordonna de détourner l'attention des défenseurs en lançant des grappes de torches mêlées aux flèches, créant d'imprévisibles embrasements sur les remparts de bois. Les flammes jaillirent, léchant la pierre et le ciel, et la fumée monta en volutes sombres, effaçant partiellement la vue des archers romains. Sous cette couverture, Gannicus et quelques guerriers entraînèrent un pan de la muraille effritée, libérant un passage vers l'extérieur. Les premiers esclaves libérés, nantis d'épées fraîchement affûtées, défilèrent dans la nuit en rang discipliné, jusqu'aux portes que Gannicus maintint ouvertes. L'air frais de l'aube fit frémir leurs visages. Certains laissèrent échapper un rire bref, presque incrédule. Spartacus, quant à lui, resta un instant près de la forge. Il caressa du bout des doigts la lame chaude qu'il venait de forger la veille, profitant de ce contact ultime à l'atelier devenu champ de bataille. Les étincelles de feu d'un brasier mourant saluèrent ce geste, comme pour bénir la réussite du soulèvement. Puis, il s'élança, porteur de la bannière improvisée, une tunique rouge maculée de suie, arborée sur un javelot, dressé comme un symbole de résistance. Aux côtés de ses frères, il sortit du ludus et se dressa sur la pente légère menant à la Via Appia. Derrière lui, des flammes dansaient sur les murs, signe que le monde romain avait perdu cette nuit un bastion de sa tyrannie.
Au sommet de la pente, il hésita un instant, regardant Rome endormie sous la brume. Puis, sans un mot, il baissa la bannière et la porta vers la liberté naissante. Dans son cœur, les feux de la révolte brûlaient, ardents et indomptables, annonciateurs d'une guerre qui, bientôt, embraserait tout l'Empire. Victoires et trahisons. L'armée des insurgés, drapée de haillons et d'épées de fortune, avançait comme un cortège de fantômes ardents au pied des montagnes du Vésuve. Les platanes centenaires, dressés en sentinelles muettes, frissonnaient sous la brise marine, comme s'ils pressentaient la tempête à venir. Spartacus marchait en tête, épaules larges, silhouette forgée dans la douleur de la captivité et dans la flamme de la révolte. À ses côtés, Crixus, les poings toujours maculés, du sang de la première nuit, et Gannicus, rieur mais les yeux sombres, scrutaient l'horizon. Leur première victoire retentit près de Nola, lorsque lancés dans une embuscade savamment préparée. Brigades romaines et auxiliaires italiques furent surprises par la meute insurgée. Le sol, imprégné de rosée matinale, accueillit les corps tombés et les étincelles de fer frappées. Les faucons, perchés dans les vignes, tournoyaient, tandis que les épées tranchaient l'air et la chair. Aux hurlements furieux d'un Romain prorompant, pro patria, répondirent les cris sauvages des Thraces, liberté ou mort. Les légions, déconcertées par l'audace des esclaves, battirent en retraite sous la clameur triomphante des insurgés. Emportés par cet élan, ils descendirent vers le sud, franchissant la plaine flégréenne, où les fumerolles dessinaient de minces volutes blanches sur le sol noirci, là, sur les pentes du Vésuve encore fumant. Spartacus dressa son camp, fixant un conseil de guerre sous la voûte des trembles, les visages, éclairés par les torches et par la lueur rougeoiement de la montagne, semblaient sculptés dans l'air chaud. Gannicus, pointant du doigt une carte grossière tracée dans le sable, exposa « Vers Rhegium, la mer nous attend. Des pirates ciliciens ont promis de nous emmener au-delà de la mer Tyrrhénienne. » Spartacus contempla la mer lointaine, dont le bleu sombre ondulait sous le soleil d'été. Dans son esprit que résonnaient les légendes des anciens dieux marins, dominés par Poséidon, chevalier des tempêtes. Il se tourna vers ses généraux improvisés et demanda, voix grave, « Esclaves nés, soldats forgés, sommes-nous prêts à confier notre destin à la ruse d'hommes sans foi ni loi ?» Le silence fut la seule réponse, car chacun savait l'enjeu, la liberté ou un nouveau joug pire encore. La troupe se mit en marche, lente colonne sur la route de Nucérie, entre gorges et vallons embaumés d'herbes aromatiques. Le parfum capiteux du thym et du romarin voilait un peu l'odeur âcre du souvenir romain. Arrivés au port, une flotte de 15 navires noirs comme l'encre s'alignait, prête à appareiller. Des pirates à visage buriné, drapés de tuniques bétonnées par le sel, accueillirent Spartacus sur la jetée. Le chef, un homme à l'œil borgne, parla d'une voix grinçante. « Le paiement est fait, vous serez transportés vers la liberté. » Mais sous la houlette du borgne, le mot fut un piège. Au lieu de guider les insurgés vers la Sicile, les navires prirent la mer, détournant leurs gourdes d'eau douce vers des cales hermétiques où l'on retenait esclaves et armes. Quand Spartacus comprit la trahison, le canot de tête était déjà loin des côtes. Les cris de colère se mêlèrent aux roulis de la mer,
agité par un mistral naissant. Les vagues fouettaient la coque, et chacun, abandonné à la mer, sentit naître en lui la morsure du désespoir. Toutefois, l'homme forgé par la forge trace ne baissa pas les bras. Il cria un ordre, et, par un passage étroit de l'avant-pont, ses frères s'arrachèrent au cordage, brisant voiles et mâts pour ralentir la flotte perfide. Les prisonniers s'enfuirent sur des embarcations de fortune, tandis que le vent lunaire, hurlant comme un loup d'écume, poussait les navires vers la côte. Sous le ciel gris, les colonnes insurgées reprirent la terre ferme, haletante, mais intacte. Reprenant souffle, Spartacus observa la mer lointaine, désormais tache d'un bleu funèbre. « Le monde romain nous repousse à la terre, murmura-t-il, mais c'est là que nous le combattrons. » Malgré la trahison des pirates, le moral resta intact, la rancœur se mua en résolution, la colère en stratégie. Sous ce ciel lourd de sel, l'épopée des esclaves se réinventait. Bientôt, les légions de Crassus se dressèrent sur leur route. Mais, usant de tactiques déjà éprouvées, embuscades dans les forêts ombragées de la Campanie, feinte d'attaque sur les ponts de la Silarus, les insurgés remportèrent victoire après victoire. Les plantations de vignes et les hameaux déserts devinrent leur terrain de chasse. Les chants de triomphe, mêlés au bruit des glaives, résonnèrent dans les gorges, et chaque victoire grossissait leur rang, affranchis, paysans endettés, brigands épris de revanche, tous se joignirent à la meute. Pourtant, au cœur de ces succès naquit l'ombre du doute. Certains chefs provinciaux, craignant le soulèvement généralisé, firent mine de négocier la paix avec Spartacus, promettant l'amnistie en échange d'un retour à la servitude. Si les mots enjôleurs d'un prêteur crédule trompèrent certains fugitifs, Spartacus, lui, reconnut la ruse et déclara « Celui qui offre ses chaînes pour un mirage d'honneur n'est ni ami ni ennemi, seulement un traître caché. » Il rompit toute trêve, livrant des milliers d'esclaves félons aux gardes romains et brûlant les lettres de paix dans un brasier qui éclaira la nuit jusqu'aux collines. Sous les cendres de la trahison, la meute se resserra. Les victoires, désormais, ne seraient plus que conquêtes sincères. Terre libérée, remparts pris, routes coupées. Et l'écho des combats, porté par le vent de la liberté, vint se frotter aux murailles de Rome elle-même. Dernier combat et légende. L'aube se leva sur le champ de bataille, comme un glas alangui. La brume cotonneuse, épaisse et froide, se levait entre les rangs impatients des armées romaines et des insurgés thraces, Hébreux et Gaulois unis en un même élan. Les tambours de Crassus résonnaient au loin, sourds et méthodiques, tandis que, derrière eux, l'incessant martèlement des chaînes brisées vibrait comme un appel à l'absolu. Spartacus se tenait au premier rang, épuisé par des mois de marche et de combat, mais chaque fibre de son être brûlait encore du feu ancestral. Un aigle planait, silhouette gracile, au-dessus de la plaine, tournoyant comme une divinité venue juger les mortels. Quand il poussa son cri aigu, la meute insurgée leva les yeux, y lisant un présage. La liberté se conquiert ou se perd sous les ailes du ciel. Spartacus posa une main ferme sur la hampe du drapeau improvisé, une étoffe rouge sang, tissée de la rage et de la volonté de milliers d'âmes. Il souffla d'une voix rauque. Pour chaque frère tombé, pour chaque espoir trahi,
nous livrons aujourd'hui le combat ultime. Le vaste champ, vaste tombeau potentiel, frémissait sous la foule compacte des Romains. Les légionnaires, rangés en tortue, étalèrent leurs boucliers polis comme un mur luisant. Leurs casques étincelaient sous le soleil pâle, et chaque coup de masse sur les boucliers formait un écho métallique, annonciateur d'une tempête guerrière. Face à eux, Spartacus ordonna la formation de la meute, en fer à cheval, arc au sol, lances prêtes à s'élancer. Un mot unique, chuchoté en Thrace, déclencha l'assaut. Un grondement parcourut la ligne des insurgés, mélange de défi et de fraternité retrouvée. À l'instant où les premiers rangs s'élancèrent, le sol vibra sous la course des chevaux et des piétinements humains. Les javelots sifflèrent, striant l'air, et la poussière, soulevée comme un nuage funèbre, engloutit bientôt l'horizon. Les cris des blessés, les hurlements des bêtes auxiliaires et le fracas des armes s'entrelacèrent en un tumulte assourdissant. Spartacus courut vers le cœur de la mêlée, son glaive levé, le visage criblé de sueur et de poussière. Il sentit la lame vibre, prolongement de son bras, et chaque coup porté ouvrit une plaie dans la chair ennemie, invitation à la vie pour ses frères. À ses côtés, Crixus fauchait les rangs adverses d'un revers ample et précis, tandis que Gannicus, éclaireur agile, surgissait derrière les lignes romaines pour semer la confusion. Ensemble, ils formaient la pointe de lance du soulèvement, l'âme même de la révolte incarnée. Au centre du champ, Crassus, cuirassé d'acier poli, leva une épée de parade et fit recroître ses légions en ligne rigoureuse. Un claquement sec d'ordres en latin retentit, et les cohortes ripostèrent méthodiquement, repoussant l'assaut initial. Les épées romaines, plus longues et plus lourdes, cherchaient à briser la meute en plantant la lame entre les protections légères des insurgés. Le choc des cultures guerrières, finesse thrace contre discipline romaine, transforma le sol en un tissage de corps et de sang. Spartacus sentit la fatigue l'étreindre, comme une étreinte glaciale. Une entaille profonde à l'épaule lui arracha un râle de douleur, mais il ne céda pas. Autour de lui, les visages amis se confondaient dans la brume sanguine. Il reconnut le regard résolu d'un Germain, la moue farouche d'un Gaulois, l'éclat furtif d'un Chaldéen. Tous perdaient et regagnaient la vie à chaque poussée de bouclier, à chaque râle de lame. Dans cet enfer, la fraternité trouvait sa force. Un coup de corps emplit l'air, signalant la manœuvre enveloppante des légions. Les Romains tentaient de refermer l'étau sur la meute éreintée. Lorsque Spartacus vit la manœuvre, il brandit le drapeau et hurla un ordre thrace, à la brèche pour la liberté. Les insurgés, galvanisés, brisèrent la cohésion adverse en une charge sauvage. Chaque épée frappait l'air, chaque bouclier s'écrasait contre le mur humain des légionnaires. Le tournant du combat se jouait là, au cœur de la tourmente. Crixus, blessé à la cuisse, chancela et tomba, mais ses compagnons le relevèrent, formant un rempart de corps autour de lui. Gannicus effectua un crochet audacieux, libérant le fidèle Gaulois, et tous troquèrent leurs blessures contre une vigilance accrue. Spartacus, haletant, s'élança une dernière fois, perçant la brèche et se frayant un chemin vers Crassus en personne. Le gouverneur, à cheval, fixa Spartacus avec des yeux de feu sombre. Leurs lames se croisèrent, acier contre acier, l'écho du choc résonnant comme une clameur divine. Autour, la mêlée s'estompa. Soldats et insurgés stoppèrent leur combat pour observer ce duel titanesque.
Chaque parade de Spartacus était un poème de sang et de destin. Chaque riposte de Crassus résonnait comme le tonnerre. Quand la lame Thrace entama l'acier romain, Crassus recula d'un pas, surpris. Mais la discipline légionnaire reprit le dessus. Un centurion, fidèle, lança un poignard. Celui-ci frappa l'épaule de Spartacus, fauchant un cri de douleur et d'adieu. L'homme au drapeau rouge chancela, la tête tournée vers l'horizon qu'il ne verrait plus, le regard empli de l'éclat dur de la victoire intérieure. Il tomba sur un genou, la main serrée autour de son glaive, comme pour le tenir encore un instant. Les derniers rayons d'un soleil rougeoyèrent sur son armure cabossée, dessinant un halo d'acier et de sang. Dans un souffle rauque, il murmura en Thrace : « La liberté est un flambeau qu'aucune main ne peut éteindre, pas même la mort. » Crassus, debout, observa le corps immobile du rebelle, silhouette fière même dans la chute. Un silence sacré enveloppa le champ de bataille, et la brume, complice, sembla retenir son souffle. Puis, dans un fracas soudain, la ligne romaine se rompit, submergée par l'émotion et l'admiration. Les insurgés, galvanisés par l'héroïsme de leur chef, redoublèrent d'ardeur et brisèrent définitivement l'étau. À la tombée de la nuit, le corps de Spartacus fut étendu sur un linceul de drap rouge. Des flammes sacrées furent allumées, et la meute insurgée forma un ultime cercle. Chacun déposa une offrande, une épée émoussée, une gourde vide, la relique d'un rêve d'enfance. Un chant guttural s'éleva, écho lointain des hymnes thraces, jusqu'à ce que la clarté de la pleine lune inonde la plaine de son spectre d'argent. On dit que, dans les nuits sans nuages, une silhouette se dessine encore près des ruines du vieux camp. Un guerrier en armure, drapé d'une étoffe rouge, le glaive tendu vers l'horizon. On raconte que son cri, fusion de colère et de promesse, fend l'air pour rappeler aux opprimés la flamme inextinguible de la liberté. Et c'est ainsi que Spartacus, mort sur le champ de bataille, devint légende. Le loup de Thrace dont l'esprit hante à jamais les chaînes brisées et les cœurs affranchis. L'héritage du loup de Thrace Spartacus a parcouru un chemin hors du commun, depuis les brumes anciennes de la Thrace jusqu'aux sables ensanglantés de l'arène romaine et au feu tremblotant de la révolte. Tour à tour, chasseurs, forgerons, esclaves, gladiateurs et chefs de guerre, il a toujours su puiser dans ses racines l'appel des forêts et la force du loup lunaire, pour transcender les fers qui tentaient de briser son esprit. Son caractère s'est forgé dans l'épreuve, la patience patinée par les coups de marteau sur l'enclume, le sens du collectif sculpté dans la souffrance partagée, des rites d'initiation, le courage affûté à chaque duel. Il a prouvé que la véritable puissance ne réside ni dans la taille des bras, ni dans la brutalité de la lame, mais dans la volonté inébranlable d'un homme qui refuse de ployer sous l'oppression. À la tête d'une meute hétéroclite, il a instauré une fraternité de sang où chacun, du Celte au Syrien, du Germain au Gaulois, trouvait un nouvel honneur. Par ses victoires tactiques et son sens aigu de la stratégie, il a défié l'armée la plus disciplinée du monde ancien, rappelant à tous que la liberté est une flamme qui naît dans le cœur et se propage par l'unité des âmes. Sa chute, si cruelle soit-elle, n'a pas éteint ce feu. Au contraire, elle l'a fait rayonner à travers l'histoire.
Spartacus demeure un symbole universel, l'homme qui osa réinventer son destin et rallier les opprimés à sa cause. Son héritage vit dans chaque cri de résistance contre l'injustice, dans chaque rêve de délivrance. Car, comme l'a murmuré son dernier souffle, la liberté, once won, no mortal hand can fully extinguish. Ainsi, le loup de Thrace continue de hurler dans les nuits de l'espoir, inspirant les générations à se dresser, ensemble, pour briser leurs propres chaînes. Merci d'avoir voyagé avec moi ce soir à travers les pages de l'histoire. J'espère que ce récit vous a apaisé et fait rêver. N'oubliez pas de vous abonner à Histoires au crépuscule pour découvrir de nouvelles aventures qui vous accompagneront vers un sommeil serein. Prenez soin de vous et à très bientôt.